Bonjour et bienvenue sur Agora Côte d'Azur. Vous écoutez l'émission Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie sociale et solidaire qui vous est présenté par l'association Evaleco. Aujourd'hui, nous vous proposons une rediffusion sur la thématique des cafés associatifs présentée par Philippe Chemla, Carole Goffard et Anne-Cécile Dutertre. Le choix de cette rediffusion n'est pas anodin. Nous sommes en effet heureux de vous annoncer la réouverture d'ici une semaine du café associatif et de l'entièreté du site. L'ancienne émission fait d'ailleurs référence aux anciens locaux de la Marie-Garde. Nous sommes à présent sur le tiers-lieu de Sainte-Marthe à Grasse. C'est un lieu de rencontre et de partage qui rouvre les portes au public après plusieurs mois fermés en raison du confinement. À la suite de cette rediffusion, nous irons à la rencontre de Karine, intervenante du dernier Café Science organisé au tiers-lieu. Mais écoutons dès à présent ce débat sur l'origine des cafés associatifs. Avec ce soir Carole Goffard. Bonsoir Carole. Anne-Cécile Dutertre. Bonsoir. Salut. Et Philippe Chemla. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, on va parler de café associatif pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a des projets qui sont en émergence ici sur le territoire du Pays de Grasse. Et surtout parce que ça s'inscrit dans une longue histoire qui a vu les cafés évoluer au fur et à mesure. Et il nous a semblé intéressant de faire un petit retour en arrière et peut-être de commencer par un historique de ces lieux, d'abord et avant tout de rencontres. Donc effectivement, c'est une notion qui nous est familière et qui date un petit peu, sans pour autant réussir à trouver le plus vieux café, le plus vieux bar ou le plus vieux bistrot. On a déjà retrouvé le plus vieux café de Paris, en fait, qui date de 1686, qui a été lancé par un Italien, qui s'appelle le Procop. C'est à peu près vers cette période qu'on voit des cafés et des bistrots émerger, mais c'est pas juste des endroits où on vient boire, parce que par exemple, pendant l'époque des Lumières, donc on a énormément de scientifiques, d'artistes, de philosophes qui s'y retrouvent et qui échangent autour de leurs idées, qui construisent de nouvelles idées. Donc on a vraiment l'idée d'un lieu qui est créatif, qui est optimiste, on refait le monde et qui est franchement politiquement engagé. C'est des lieux où on picole, quoi. Voilà, c'est plutôt des lieux où on se retrouve, où on découvre aussi d'autres personnes, d'autres idées. Des lieux de rencontre, des lieux de débat, c'est ça ? Voilà, complètement. Donc on a ce côté lien social qui est excessivement fort, mais on a aussi cette idée de créer ensemble. C'est l'idée de ce brassage social, ce brassage des idées qu'on retrouve donc quelle que soit l'appellation. Donc ça peut être un bistrot, ça peut être un bar, une guinguette, un pub. Mais il y a vraiment ce côté où on est ensemble et on n'est pas juste là pour boire un verre. On construit des idées. C'est ce qui m'amène un petit peu plus tard dans le temps, effectivement, où au-delà de cette idée, donc où on peut avoir ce côté pédagogique, ce côté culturel, ce lieu de rencontre. Donc ce qui nous amène du coup à 1941. Je sais, ça fait un grand mot. Mais auparavant, à la fin du 19e siècle, on retrouve dans ces lieux ce brassage et avec une dimension politique. Effectivement, parce qu'il y a aussi, du coup, avec cette époque des Lumières, on avance un petit peu et arrive ce moment où les idées se construisent et on arrive aussi au moment où les idées de la Révolution se construisent. Donc on retrouve vraiment ce côté où donc tout ce qui va être café, bar, bistrot ont cette caractéristique qu'on appelle lieu debout. C'est des véritables lieux de résistance et de débat quotidien. Donc c'est un héritage qu'on a encore aujourd'hui et qu'on a gardé malgré en fait des difficultés qui sont mises en place en fait au niveau des bars et des bars. Je parlais de 1941. En fait, pendant l'occupation, le maréchal Pétain lance les licences pour contrôler les débits de boissons et en fait du coup pour essayer d'enlever ce côté de lieu d'insoumission, de colère collective. Il n'avait pas entièrement tort, puisque pour Balzac, les cafés, c'était les parlements du peuple. Voilà. Donc on sent quand même que effectivement ça fait un peu rempart. Donc effectivement on voit encore aujourd'hui l'impact d'une législation de plus en plus difficile. Donc au niveau par exemple du débit de boissons, mais aussi au niveau des normes d'hygiène et des choses comme ça. Mais et de lutte contre l'alcoolisme aussi quand même. Alors de lutte contre l'alcoolisme, oui et non, parce que si on regarde un petit peu les chiffres, donc moi je me base sur ce qu'a dit Ibidem en 2012. Il y a un véritable rôle de contrôle social en fait, de contrôle par les tiers. Il y a un regard par les autres, et ce qui fait que en fait on reste sur des chiffres très faibles au niveau de l'alcoolisme, donc moins de 5% dans les cafés et des bistrots. Donc c'est ce qui vraiment me pousse à dire que ces endroits ne sont pas des lieux pour consommer, pour boire. En fait, on est vraiment sur un lieu où on rencontre ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas,
Donc ce qui fait que c'est deux appellations, quoi, enfin deux notions qui cristallisent un petit peu cette notion de lien social. Donc c'est des lieux qui sont qualifiés d'hôpital des gens bien portants ou de bouée de sauvetage pour les gens seuls. Hôpital pour gens bien portants, c'est bien. C'est assez étonnant. Et en fait, donc. Mais ce sont aussi des endroits où on s'arrête. Ce sont des endroits où on s'arrête entre le moment où on sort du travail, que ce soit à l'usine ou le bureau, avant de rentrer chez soi. Il y a aussi cette dimension-là qui traverse le temps. Exactement. C'est à mi-chemin entre tout ce qui va être privé, ce qui va être public, c'est à mi-chemin entre le travail et le logis. C'est vraiment un tiers-lieu. C'est quelque part qui change, sur lequel on fait une pause, où on se nourrit aussi l'esprit, où on rencontre de nouvelles personnes, où on va avoir autre chose, en tout cas, un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est-à-dire un endroit qui n'est ni l'usine, ni la maison. Et ça ouvre un champ des possibles absolument fascinant. C'est un sas. Voilà, c'est ça. Parfait pour ce petit historique qui permet quand même de bien montrer que les cafés associatifs tels qu'on les conçoit aujourd'hui, à côté des initiatives privées de pubs, tout ça, s'inscrivent dans une histoire un petit peu longue. On va faire un café et l'audition sur Agora Côte d'Azur. Continuons cette conversation autour des cafés associatifs. On a vu qu'ils s'inscrivaient dans une histoire longue. Tu nous dis aussi que après la Seconde Guerre mondiale, avec une législation de plus en plus contraignante pour diverses raisons, on passe de nombres relativement importants, rappelle-moi. Donc on dénombre 400 000 en 1950, sauf qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans ce même nombre. On peut en lister à peu près 35 000 aujourd'hui, ce qui est vraiment rien par rapport à 1950. C'est étonnant, pourtant on a l'impression de voir des cafés de partout. Et donc ces initiatives de cafés de type associatif, où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on en trouve énormément, mais dans plein de lieux différents. On peut trouver des cafés associatifs au milieu des grandes villes, dont certains effectivement se qualifient de cafés associatifs de quartier, mais pas seulement. Il y en a aussi effectivement en zone périphérique ou bien dans des villes moyennes. Quelque chose qui m'interpelle et qui me met pas mal de bonne humeur, c'est qu'on en trouve aussi beaucoup dans le milieu rural. Et avec pour quelle raison ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette émergence dans les petites villes ou en milieu rural? Il y a des raisons particulières? Alors pour ma part, donc ça c'est mon avis, on a beau avoir une réglementation de plus en plus restrictive, on peut pas restreindre le besoin de lien social, et on a vraiment de côté, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment le Parlement du peuple. On a besoin de se retrouver et de pouvoir échanger, de pouvoir construire ensemble. Donc ce côté café associatif, on en parlera juste après, permet de refaire ce lien, mais pas juste du lien social, permet de construire. C'est aussi parce que justement on a un problème en milieu rural où les commerces disparaissent, et effectivement on note que c'est un lieu où l'on consomme un café, une boisson, un jus de fruits, mais aussi où on peut proposer des activités qui permettent aux gens de se rencontrer à nouveau et d'être dans une certaine action. Autant pour pas parler de leur village, mais de pouvoir peut-être échanger des savoirs, échanger des savoir-faire. Et peut-être concevoir des projets, du coup. Pour revitaliser effectivement le village, la commune. Ouais. En fait, il y a des expériences qui existent. On a bien vu que des projets de revitalisation, de reprise en main, en définitive, par les habitants, partent d'un endroit de rencontre. Et c'est vrai que quand on se rencontre, on partage. Et qu'est-ce qu'on partage ? À boire et à manger. Donc du coup, c'est sur à boire et à manger, c'est plus que ça. Donc sur les cafés associatifs, on va retrouver, je pense pouvoir dire pour la totalité, l'idée qui va plus loin que juste boire un verre ensemble ou grignoter quelque chose. Et on va parler dans ce cas de thématiques, en fait. Dans certains cafés associatifs, on parlera par exemple de café-librairie où on vient... Peut-être avant, Anne-Cécile, si tu veux bien, ces cafés malgré tout s'organisent. Ils s'organisent en réseau, enfin en tout cas certains. Oui, effectivement. On a donc par exemple le réseau des cafés culturels et associatifs qui permet à énormément de projets qui sont en émergence. C'est un réseau qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, je crois.
Il est né donc du coup en 1998. Ouais, alors presque 20 ans. Et donc du coup à la base c'était plus l'idée donc c'était un café autour de l'idée de lire ensemble. C'était les cafés lecture. Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup d'initiatives qui ont commencé à échanger entre elles, qui ont commencé à se dire que ensemble c'était plus facile, on était plus fort. Donc d'où l'idée de créer donc à partir de ce collectif informel en 2002 une association, donc d'où le nom qu'on retient aujourd'hui, donc de réseau des cafés culturels associatifs. Donc au départ ça part du réseau des cafés lecture et puis au fur et à mesure ce réseau s'élargit en fonction des thématiques que les initiatives choisissent au-delà de la lecture. Voilà, exactement. En fait, chaque initiative, chaque café associatif va avoir sa spécificité. Et on n'est pas que juste sur des cafés lecture. Il y a des thèmes très très différents. Donc, on peut avoir des cafés. Qu'est-ce qui fait que les thèmes soient différents? Qu'est-ce qui fait les différenciations? À mon avis, ça part quand même des envies. On parlait de l'historique sur les échanges. Ça parle des différentes envies, des différentes cultures, des identités, des engagements politiques, des engagements philosophiques, ce genre de choses. À mon avis, oui, parce que c'est quand même des lieux d'échange où on apporte déjà ses idées et en construisant quelque chose justement par l'échange. Donc il y a plein de choses qui ressortent. C'est l'occasion de créer des cadres, des immenses champs du possible, d'où la diversité aussi. On se retrouve avec une liste à la Prévert de cafés plus quelque chose, c'est ça? Voilà, le café rural, ça. Le café citoyen. Le café mobilité, café des familles, café solidaire, café recyclerie, café participatif, archéologie, on a les éco-cafés, les cafés couture, les cafés langue, enfin, ça peut durer un moment. N'importe quoi, mais café d'abord. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que c'est pas, à chaque fois on retrouve le terme café, certes, mais cette idée que le cœur de ces projets, il est autour des thématiques et je sais pas si on peut appeler ça une programmation, mais en tout cas des animations qui sont proposées dans ces cadres-là et vraiment sur cet échange, sur ce lien social qui construit en fait, comme je disais, le champ des possibles. Donc en fait, quand on parle de café culturel ou de café associatif, on va utiliser un terme plutôt générique, un terme généraliste. C'est voilà. Ça. Et puis en fonction de chacune des initiatives, de chacun des territoires, de chacun des collectifs, il va y avoir une couleur un peu différente. Mais est-ce qu'il y a eu des modes ou des évolutions au fil des années? Oui, déjà on peut voir. J'avais repéré quelques trucs. Donc de 98 à 2004, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de projets autour des cafés-jeux. Donc où on vient. Les cafés-jeux J-E-U-X. Voilà, exactement. Ouais, café-jeu où je suis tout seul, c'est ça? Ouais. C'est vachement triste. Donc on vient faire des jeux de société, on vient faire du go, des échecs, s'amuser ensemble en fait. Après, de 2003 à 2009, on est plus autour des cafés épiceries. Donc avec l'idée, pourquoi pas de circuits courts, l'idée de pouvoir proposer des produits ou bien de pouvoir échanger en tout cas autour de je sais pas si on peut dire la consommation, mais l'alimentation, la cuisine aussi. Voilà. Et il y a une notion de service qui est associée. Alors il y a la notion de service. Donc plus dans le sens où ce qu'on retrouve facilement, c'est qu'il y a souvent des personnes qui accueillent et des personnes qui sont accueillies. Donc la spécificité de la plupart des cafés associatifs, c'est ce côté où ça va être des structures de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, des coopératives, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, pourquoi pas, mais qui vont organiser donc l'animation. Et il y a énormément de bénévoles en fait. Et c'est par ce côté bénévole que la programmation se fait, que en fait l'énergie est possible. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument fabuleux et en plus la plupart des cafés associatifs comme ça ont ce côté où n'importe qui a envie de s'investir, qui a envie de rendre le lieu vivant, qui a envie de
de pousser les animations, ou bien d'être là ça pour... se fait au détriment de la partie café. Il y a quoi? Il y a un glissement de la partie café vers la partie animation et thématique. Il y a des recherches d'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors effectivement, c'est toujours ce problème de mise en tension. Est-ce qu'on est sur un café traditionnel, donc il y a quand même ce côté lien social, ou est-ce qu'on est sur un café associatif où on est tous moteurs du lieu? En fait, comme on pouvait voir sur les noms, donc café librairie, café rural, il y a toujours ce côté café et la thématique qui vient, qui est rattachée, mais aussi ce point de vigilance sur les glissements, que ça ne devienne pas des lieux juste de consommation, mais qui soient portés par les thématiques. Ouais. Mais on observe aussi des thématiques, au bout du compte, qui finissent par se structurer en réseau elles-mêmes. Par exemple, les cafés, la thématique enfants, où on a un réseau aujourd'hui des cafés des enfants, je crois, depuis quelques années, de 2010, 2011, quelque chose comme ça. Donc ça va être des lieux qui auront quand même la spécificité d'avoir une partie spéciale sur l'accueil et de l'animation qui est accessible aux enfants, les enfants, les familles. Voilà, donc on peut imaginer sur certains, par exemple, il y avait des espaces de troc, de dons, de jeux, des espaces pour lire ensemble, pour recréer du lien entre les parents et les enfants, pouvoir faire ensemble. Ça me fait penser à une initiative locale. Vous êtes toujours sur Agora Côte d'Azur et vous écoutez Un café et l'audition. Cette semaine, la thématique est le café associatif au tiers-lieu de Sainte-Marthe. Mais il y a aussi, on a vu la même chose autour des cafés-jeux, on a vu la même chose autour des cafés mobilité, qui se sont structurés dans un réseau aujourd'hui où on retrouve les ateliers vélo. Et ce réseau s'appelle Le Recyclage, et c'est directement issu de ces différentes dynamiques dont l'origine sont des cafés associatifs. Un café et l'audition, le magazine du développement durable et de l'économie solidaire proposé par l'association Evaléco, deuxième partie. On va continuer cette conversation autour des cafés associatifs qui, malgré tout, tournent tous, ou en tout cas en majorité, autour d'une notion de réappropriation. De réappropriation du territoire, de réappropriation démocratique, de réappropriation citoyenne. Ça s'inscrit dans le temps, mais c'est toujours aussi présent aujourd'hui et on a quelques exemples sur certains territoires. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a pu observer. Je pense notamment à énormément de projets qu'on peut retrouver au niveau des petites villes, des bourgs et du milieu rural. En fait, c'est sur beaucoup de projets, on se retrouve quand même sur des territoires qui peuvent être en déclin économique ou démographique. Et ce point commun qu'on peut retrouver sur beaucoup de projets, de cette envie, de cette volonté, même ce besoin collectif des habitants, en fait, de réagir, de se prendre en main pour lutter contre le déclin, de réagir ou de résister. De réagir ou de résister, de plus forcément attendre soit de l'État ou bien des acteurs économiques, mais vraiment on a cette notion d'initiative citoyenne, parce qu'ils ont envie de se retrouver, d'agir, de créer du lien, de créer par eux-mêmes la dynamique qu'ils auraient pu attendre. Donc ça peut être des dynamiques culturelles ou citoyennes, mais moi je trouvais que c'était quelque chose de quand même vachement fort. On se retrouve sur des territoires qui sont pas toujours évidents. On peut se retrouver même sur des très petites communes. Je regardais par exemple la campagne de la commune de Chouvigny de 220 habitants qui accueille effectivement un projet de café associatif, et des exemples comme ça il y en a énormément en fait. Donc c'est pas réservé aux grandes villes, c'est pas réservé aux quartiers qui sont avec énormément de monde où ça bouge dans tous les sens. On a aussi cette augmentation des projets de café culturels et associatifs qui foisonnent dans sa grande majorité effectivement dans des zones qui sont pas forcément très urbanisées, qui sont pas forcément si je peux dire, très gâtés. Cette notion de réappropriation, voire de souhait de démocratie ou de citoyenneté, on la retrouve plutôt bien décrite, elle apparaît bien dans la charte des cafés associatifs, Carole. Oui, et juste pour ajouter, je dirais que, pour résumer, il s'agirait même de consommer autrement, d'échanger autrement et d'avoir cette envie qui pourrait générer effectivement la volonté, l'envie de créer un café associatif pour vivre ensemble autrement.
On a donc un réseau des cafés associatifs qui existe au niveau national et on n'est pas obligé d'adhérer à ce réseau si on souhaite créer un café associatif, mais on peut le faire, ce qui facilite largement la tâche puisqu'ils ont défini une charte qui est en 6 articles, simples et courts et efficaces. Un premier article qui définit que si on souhaite, dans le cadre de cette charte, créer un café associatif, alors ce café associatif aura une vocation, un but non lucratif. Et il faut bien, et là on pourra peut-être en discuter après, discuter sur le modèle économique, puisqu'il faut bien un minimum de revenus pour faire vivre ce café associatif, mais dans tous les cas, ce qui sera généré d'un point de vue économique sera redistribué totalement pour le développement et en tout cas le maintien de ce café associatif qui est mis à disposition de tous. Le deuxième article concerne, on l'a abordé tout à l'heure, la thématique. On peut choisir de privilégier une thématique ou d'en privilégier plusieurs. On est parti effectivement sur la base du café lecture. On peut y proposer bien d'autres choses sur la base des propositions des bénévoles, des gens qui fréquentent ce lieu. Troisième article, voilà, c'est plutôt relatif à ce qu'on peut retrouver un peu partout et surtout dans le monde de l'Internet, c'est faire attention à ce qu'on vient y dire, on vient y faire, donc on va proscrire tout ce qui peut être à caractère de xénophobie et autres. On est dans la bienveillance. L'article 4, c'est vraiment revenir sur le fait que ce soit un lieu de convivialité et c'est ce qui doit privilégier au sein de la dynamique qui est créée dans ce lieu. Pour l'article 5, on rejoint l'aspect non lucratif, c'est que la finalité, effectivement, du café associatif doit primer sur l'aspect commercial. On a aujourd'hui différents types de cafés. On a ce qu'on appelle aussi d'ailleurs des social bars, où quand même c'est l'activité économique qui va être privilégiée, où on va servir à boire et à manger, mais voilà, on va avoir des salariés et on va essayer de faire en sorte que cette source de revenus puisse permettre de financer les salaires ou alors des bénéfices. Pour le dernier article, là c'est vraiment spécifique à la charte du réseau des cafés asso puisque ça engendre le fait de s'engager à être solidaire entre cafés associatifs, donc au niveau national, de se rencontrer, de pouvoir échanger sur les pratiques pour pouvoir évoluer, résoudre peut-être des problèmes, bénéficier des petits bons plans au niveau de ces pratiques. Donc si vous voulez plus d'informations, vous avez un site internet qui est le réseau des cafés asso. Donc vous remplacez le O par la lettre O et vous tombez sur le site internet qui se finit par un .fr. Un café l'audition du coup sur Agora Côte d'Azur. On va entrer peut-être un peu dans le concret puisqu'il y a un projet de café associatif qui se réfléchit actuellement sur le site de la société coopérative Tetris à la Marigarde, à la gare de Grasse, à l'initiative de l'association Evaleco et donc il y a un processus qui s'est mis en place. Donc effectivement, on a commencé à se rencontrer. Il y avait l'idée qui était un peu dans l'air. On était plusieurs à commencer à tilter un petit peu. Donc on a commencé à en discuter. On s'est réunis plusieurs fois autour de cette idée de créer ensemble, de rêver ensemble. Il y a aussi une salle. Et il y a aussi une salle, et ça c'est quand même un sacré plus. on peut effectivement, ça fait déjà un super lieu pour se rencontrer, pour déjà parler de ce projet, mais on a envie de pousser un petit peu et que ça soit pas juste pour en parler et pourquoi pas pour faire ce projet. On s'est retrouvés à plusieurs individus, plusieurs structures, à essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on voulait que soit ce café associatif. Donc comment vous avez organisé ces rencontres alors déjà, c'était des rencontres ouvertes qui sont toujours avec cette idée de si ça vous intéresse, venez, vous êtes plus que les bienvenus parce qu'il y a plusieurs, il y a plus d'idées, il y a plus de rêves, il y a aussi plus de possibilités de pousser cette idée dans la réalité. Il y a plus de contradictions aussi. Il y a plus de contradictions, mais c'est ce qui fait la beauté des projets aussi, c'est ce qui fait leur richesse. Donc pourquoi pas, venez avec les contradictions, on est preneurs aussi.
Et en fait, Carole ? Ces rencontres, effectivement, où tout le monde est le bienvenu, consistent en ce qu'on a appelé des apéros création. Mais je voudrais juste revenir sur l'origine justement de ce projet de création de café associatif, puisque Evaleco, Association d'éducation populaire au développement durable, existe depuis 2008 et propose depuis cette année 2008 des cafés-débats, des apéros lecture, des projections échanges, etc., etc. Et que nous sommes installés donc au sein de Tetris, au sein de ce collectif de structures à plusieurs avec des diverses activités qu'on retrouve dans les thématiques de Café Asso dont on a parlé tout à l'heure, et à proposer aussi des diverses animations. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ayant ce lieu, la salle de convivialité, qui est extraordinaire, avec ce lieu, mais aussi ces structures qui sont force de proposition au quotidien, tout au long de l'année, il y a eu cette envie commune, justement, de pouvoir au mieux exploiter ce lieu et d'être au plus proche, justement, des habitants. Nombreux sont ceux qui passent au quotidien, qui n'osent pas forcément pousser la porte de la curiosité. Donc, on est largement ouvert. L'entrée est libre et le but, c'est que tout à chacun puisse se sentir légitime, justement, de venir se poser, de boire un café, un thé, juste prendre un livre ou venir faire connaissance avec d'autres personnes. Donc, créer ce café associatif, c'était effectivement quelque part formaliser cette invitation pour qu'on puisse encore plus se permettre de passer la porte. Au niveau donc des apéros création, on en est aujourd'hui bientôt au 6e. On a commencé donc cette aventure d'invitation à se rencontrer sur ce sujet depuis le mois de janvier. Donc ça nous fait à peu près une rencontre par mois, qui a eu lieu d'ailleurs dans cette salle de convivialité, puisque quoi de mieux que d'y être pour pouvoir en parler et la conceptualiser, lui donner vie. Donc on a travaillé sur différentes thématiques, et la dernière d'ailleurs, c'était une invitation faite aux structures qui existent sur les territoires grassois, mais aussi au-delà, puisque aujourd'hui on a déjà plusieurs associations qui font régulièrement des événements sur différents sujets. Donc invitation donc à ces structures de venir participer, parce que l'objectif, c'est de faire une gestion et une animation de ce lieu qui soit multistructure, et ça c'est rare. Donc c'est une bonne chose que de faire cette proposition. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Un café associatif qui soit au service d'eux et qui cherche pas à vivre pour lui-même, quoi. C'est un petit peu ça ce que tu es en train de nous dire. C'est surtout c'est favoriser les rencontres. On parlait d'ailleurs de modèle économique. C'est aussi peut-être proposer un modèle économique qui soit pluriel, que ce lieu soit vraiment dans sa totalité et globalité pluriel, que des habitants de toutes parts viennent effectivement se rencontrer. Je crois que ce serait le terme commun et pluriel. Je crois qu'Anne-Cécile parlait aussi de développement du pouvoir d'agir et puis du faire ensemble. Voilà. Donc sur effectivement donc au niveau de la Marigarde et des structures qui déjà ont proposé beaucoup d'idées et beaucoup d'envie sur des choses possibles. Quelque chose qui revient très souvent, c'est justement développer ce pouvoir réel de faire. Donc on peut parler d'empowerment, de capacité au sens large. En fait, à chaque fois, si je devais trouver un point commun à toutes ces actions dont vous pouvez aussi retrouver aujourd'hui, c'est vraiment ce côté où en venant expérimenter, essayer, échanger, il y a cette idée du faire, d'apprendre à faire, et du coup d'avoir un choix réel en fait, d'avoir des possibilités réelles. Donc ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça me permet aussi, pourquoi pas, de parler des ateliers, des animations et du coup qui, comme disait Carole, sur lequel vous êtes tous invités, mais qu'on peut retrouver déjà aujourd'hui sur le lieu. Donc je pense notamment par exemple à l'atelier vélo. C'est ce que disait Carole, en fait, que le café associatif, en fait, vous l'avez approché, vous le concevez comme j'ai envie de dire une branche supplémentaire de ce qu'on peut trouver sur le site de Tetris, qui vient compléter ce qu'on peut déjà y trouver régulièrement tous les jours, les ateliers tous les jours. Mais c'est dans une autre ambiance, dans une ambiance de café.
très ouverte comme un salé aujourd'hui, mais moi je répète cette proposition de pousser de la porte, de s'inviter à le faire, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui. Alors le compléter certes, mais surtout l'enrichir, parce que tout à chacun, on a des propositions à faire, des envies, des besoins, et que c'est ce lieu qui pourrait permettre effectivement de les exprimer et de comment collectivement justement on pourrait faire de nouvelles propositions à animer justement également à plusieurs. Il y a un autre projet qui est en train de se réfléchir à Grasse actuellement, c'est la maison des parents et des enfants, qui est portée par une des associations qui fait un gros boulot dans le centre-ville historique, qui est d'une rive à l'autre. Donc vous pouvez aussi contacter si un projet autour de la parentalité vous intéresse. Voilà, ça vous souhaiter une belle soirée à toutes et tous à l'écoute d'Agora Côte d'Azur. Merci. Vous êtes toujours sur Agora Côte d'Azur et vous écoutez Un café et l'audition. Cette semaine, la thématique est le café associatif au tiers-lieu de Sainte-Marthe. Et maintenant, nous vous proposons une petite note musicale avec Bleu Toucan, Hanoï Café. Comme nous l'avons entendu, un café associatif est voué à évoluer avec le temps, et nous en avons un très bon exemple ici à Sainte-Marthe. En effet, depuis que le tiers-lieu a changé ses locaux, le café associatif s'est manifesté sous différentes formes. Café débat, café lecture ou encore café science. Voici d'ailleurs une présentation du dernier café science avec Manon et Karine. Bonjour Karine, donc tu as présenté il y a quelques jours le café science sur la thématique du four solaire.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça fonctionne? D'où t'es venue l'idée? D'où m'est venue cette idée? Alors en fait, avant de venir ici, moi j'étais au Low-Tech Lab à Grenoble. Et donc on fabriquait des low-tech, on se renseignait, on apprenait, on les découvrait ensemble. Et il y avait une personne qui avait le projet de construire un énorme four solaire pour une des écoles d'ingé partenaires en gros. Et donc il voulait faire un grand four solaire où chacun pourrait réchauffer son plat le midi avec plein de petites ouvertures, etc. Et en fait, je trouvais cette idée assez géniale. Et du coup, comme ici, on est beaucoup sur le site, je me suis dit que ce serait vraiment trop fou d'avoir, c'est ça, un énorme four solaire où chacun peut réchauffer son petit plat le midi plutôt que tout le monde fasse tourner le micro-ondes. Donc voilà, et en fait, il y avait... donc moi, je suis au tiers-lieu là, dans la team bricolage, donc bricolage, low-tech, tout ça. Donc c'est propice. Et il y avait une ancienne service civique, Louise, qui était aussi à fond sur les low-tech. Et du coup, juste avant qu'elle parte, on s'est dit, ce serait trop chouette de commencer le four solaire. Et donc c'est là qu'on a commencé à réfléchir à ce projet. Tu peux nous dire comment marche un four solaire, du coup? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, alors en fait, un four solaire, l'objectif c'est donc c'est un four qui va fonctionner uniquement avec l'énergie du soleil, comme son nom l'indique. Et en fait, l'objectif c'est de capter au maximum l'énergie en provenance du soleil et de limiter au plus les pertes dans la cavité du four, avoir une élévation de température qui va permettre de cuire tes aliments. Donc en fait, il y a plusieurs modèles, plusieurs types de fours solaires, mais nous on fait le four solaire de type boîte. Donc en fait, on va avoir une boîte donc, qui va être la cavité dans laquelle on va échauffer l'air. Cette boîte est construite en bois. On va avoir à l'intérieur une couche de matériaux isolants et par-dessus une couche de matériaux qui va réfléchir les rayons lumineux pour que les rayons lumineux soient piégés à l'intérieur. Au fond du four, on aura une plaque en métal, de préférence noire, qui va, elle, absorber les rayons lumineux. En fait, le métal, ça a la propriété de absorber les rayons lumineux, donc les rayons infrarouges, et de convertir cette énergie en chaleur. Donc voilà, donc c'est ça qui va permettre de déchauffer la température dans la boîte. Et donc au sommet de la boîte, il y a une vitre en verre qui permet d'éviter qui permet de laisser passer les rayons du soleil et d'éviter que la chaleur ressorte, exactement. Et on aura ensuite des panneaux réflecteurs sur le dessus, qui seront eux aussi recouverts de matière réfléchissante. Donc dans notre cas, ça sera du papier aluminium, mais ça peut être des miroirs ou voilà, une matière très polie, qui vont permettre aussi de rediriger les rayons du soleil au fond de la boîte. On aura une petite trappe sur le côté, et donc à l'intérieur, on pourra passer nos plats. Le but, c'est pas de perdre de chaleur quand on l'ouvre. Oui, voilà, c'est ça. Oui, si on met l'ouverture du dessus, on risque, comme la chaleur va monter en haut du four, on risque de perdre la chaleur en ouvrant, comme quand vous ouvrez votre four chez vous, vous prenez plein de fumée, de vapeur dans le visage, c'est pareil. Le but, c'est d'éviter ça, en fait. D'accord. Du coup, comme on a pu l'écouter dans l'ancienne émission, Carole dit que le but du café associatif, c'est de consommer autrement. Donc du coup, en quoi ce four solaire permet de consommer autrement Du coup, l'objectif de ce four, c'est de pouvoir cuire nous-mêmes nos aliments sans avoir recours à des énergies fossiles ou comme le gaz, l'électricité, etc. Et en fait, juste d'utiliser cette énergie merveilleuse qui vient du soleil et qui est infinie. Le but, c'est d'utiliser cette énergie du soleil qui est plus ou moins infinie, en fait. À l'inverse des panneaux solaires qui transforment cette énergie en énergie électrique, et en fait, on a énormément de pertes dans un panneau solaire. Là, dans le four solaire, si on arrive à capter au maximum de rayons lumineux, on a très peu. J'ai pas fait des calculs en réalité, mais on a vachement moins de pertes, en fait. Ça peut être assez efficace. Ouais, le but, c'est plus d'utiliser de l'énergie fossile et d'utiliser l'énergie gratuite. Exactement. Et aussi, de sensibiliser, c'est ça, à l'utilisation de l'énergie du soleil. Et d'un autre côté, de pouvoir cuisiner, de cuire notre nourriture sans avoir recours aux énergies fossiles comme le gaz, l'électricité, comme on pourrait le faire actuellement avec nos plaques ou nos micro-ondes, et de pouvoir utiliser cette énergie du soleil qui est infinie et qu'on a en profusion en plus dans le sud. Essayer de devenir plus autonome, d'utiliser des énergies plus vertes. Et dans le cas du four solaire, en plus, c'est assez, le système est assez efficace. On a beaucoup moins de pertes. Pour l'hiver, comment on fait du coup ? Alors l'hiver, le four fonctionne aussi. Alors il faut savoir que, c'est sûr que
dans l'idéal, il faudrait avoir un ciel totalement dégagé, mais si le ciel est un peu nuageux, voilà, exactement. Mais si le ciel est un peu nuageux, ça fonctionne quand même, ce sera moins efficace évidemment, mais a priori, ça fonctionnera quand même. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil n'est pas à la même altitude selon si on est en été ou en hiver. En fait, il va être plus haut en été qu'en hiver, il sera plus bas sur l'horizon. Et donc, pour avoir une cuisson optimale, en fait, on aura un système qui permettra d'incliner le four pour que la plaque de verre du dessus soit le plus possible perpendiculaire aux rayons du soleil. D'accord. Donc ça, c'est un peu la différence été-hiver. Après, voilà, ce sera un peu moins efficace, mais a priori, on devrait pouvoir l'utiliser aussi en hiver. Tu as parlé des pertes de chaleur. Du coup, quelles sont les différentes pertes qui peuvent exister dans un four solaire ou dans d'autres bâtiments ? Alors en fait, à partir du moment où on a un système qui est chaud, c'est-à-dire un objet chaud, par nature, il va vouloir donner un peu de son énergie à ce qui l'entoure pour se refroidir. Et du coup, c'est ça qui fait que quand on va chauffer notre air dans le four solaire, en fait, par nature, il va avoir envie de sortir du four pour se remettre à la température ambiante extérieure. Donc sous forme de perte de chaleur. Et en fait, ces pertes de chaleur, elles se présentent sous plusieurs aspects. Dans un premier temps, on a les pertes par conduction. Donc en fait, c'est quand on a un objet chaud en contact avec un objet froid. En fait, par le fait d'être en contact, un objet chaud, ça veut dire que les petites molécules qu'il constitue, elles vont bouger très très vite, elles vont s'agiter. Et en fait, en étant en contact avec des molécules un peu plus froides, donc qui vont bouger moins, elles vont leur donner cette agitation en fait. C'est comme ça qu'elles vont réchauffer ce qui est à côté. Et donc, par exemple, si vous avez votre tasse de café du matin toute chaude, l'eau dans la tasse, si vous le laissez traîner dans l'air, et ben en fait, les molécules, les molécules toutes chaudes de l'eau, en fait, elles vont venir réchauffer les molécules de l'air autour, et du coup, la chaleur va repartir comme ça dans l'air. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça ? Si on veut garder son thé chaud tout le matin, on va le mettre dans une bouteille isotherme. Et en fait, une bouteille isotherme, c'est quoi ? C'est tout simplement une bouteille où on a une double paroi, et entre les deux parois, il y a soit du vide, mais c'est assez compliqué à faire techniquement, soit un gaz ou de l'air, et en fait, ça va éviter que le chaud et le froid soient en contact directement, et ça va limiter les pertes. Et en fait, dans le four solaire, c'est tout pareil. On va mettre le matériau isolant donc, sur les parois du four pour éviter que la chaleur de l'intérieur ne vienne réchauffer l'extérieur, et donc le four se refroidisse. Et en fait, un matériau isolant, c'est quoi ? C'est un matériau constitué de plein de petites alvéoles, de petits trous, comme une mousse en fait. Et dans ces petits trous, il y a de l'air ou un gaz, mais en général, c'est de l'air. Et donc, c'est ça qui va empêcher le contact entre l'air chaud du four et l'extérieur. On aura pareil la plaque de fond du four qui pourra être surélevée pour ne pas être directement en contact avec le fond du four, pour pas qu'on ait des pertes par le dessous. Donc voilà, donc ça c'est les pertes par conduction. Ensuite on a les pertes par rayonnement. Donc en fait c'est un four solaire, ça fonctionne un peu comme gaz à effet de serre. Exactement comme les gaz à effet de serre sur Terre. Donc c'est-à-dire que sur Terre en fait on a une couche de gaz à effet de serre qui entoure la Terre. Et en fait cette couche elle permet que les rayons lumineux du soleil, donc les rayons infrarouges, pour ceux qui aiment les mots un peu barbares scientifiques, les rayons infrarouges, ils vont traverser la couche de gaz à effet de serre et ensuite, donc ça va permettre d'échauffer la Terre. Et quand la Terre va s'échauffer, elle va elle-même aussi émettre des rayons infrarouges, sauf que ces rayons infrarouges, ils n'ont pas la même propriété que ceux qui viennent du soleil, et ils ne vont pas pouvoir retraverser la couche de gaz à effet de serre. Et par conséquent, les rayons infrarouges vont rester coincés en fait entre la Terre et la couche de gaz. Et c'est ça qui va permettre que la Terre en fait conserve une chaleur plus ou moins constante. Il faut savoir que si on n'avait pas les gaz à effet de serre, la Terre elle serait actuellement autour de moins 18 degrés. Donc ce serait plus difficilement vivable. Voilà, il faudrait des bons manteaux. Donc voilà, et en fait dans le four solaire c'est exactement pareil. La vitre en fait joue le rôle des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que les rayons du soleil vont traverser la vitre. Ils vont permettre de réchauffer le four, l'air à l'intérieur du four, etc., comme j'en ai parlé. Et sauf qu'ensuite, les rayons infrarouges qui sont émis de l'air chaud, de la casserole chaude au milieu, ils vont pas pouvoir ressortir par la fenêtre. Et du coup, ils restent emprisonnés dedans. Donc ça, c'était les pertes par rayonnement. Et ensuite, on a les pertes par convection. Donc en fait, la convection, c'est le fait que quand on a un liquide ou un gaz qui est chaud,
par nature, il va avoir tendance à s'élever. C'est pour ça notamment que quand vous êtes dans la mer, l'eau qui est au-dessus est un peu plus chaude que quand vous allez plonger 3 mètres en dessous. Et en fait, concrètement, quand vous allez faire chauffer votre four solaire, l'air qui va être le plus chaud va être vraiment au-dessus du four, donc maintenu par la vitre, et l'air un peu plus froid va rester en bas. La vitre va permettre justement d'éviter que l'air chaud reparte dans l'air. Si on faisait juste chauffer notre casserole comme ça, comme sur vos plaques, en fait, il y a une quantité d'air qui tourne autour et qui chauffe et qui monte, quoi. Donc là, ça permet de conserver cet air chaud au-dessus de la casserole. Merci pour cette petite explication. Du coup, aussi, le but de cette rencontre, c'est de partager, comme tu viens de le faire avec nous, mais c'est aussi de concevoir un projet. Du coup, est-ce que vous avez dans l'idée de concevoir un four solaire ? Carrément. Alors du coup, donc voilà, là on a fait ce premier atelier pour permettre d'expliquer aux gens le fonctionnement du four solaire, voilà, comment ça marche, quels matériaux aussi on utilise, et pour aussi un peu sensibiliser les gens. Et donc l'idée c'est de là fabriquer un prototype de four solaire, donc en réalité il est déjà un peu commencé. Donc de construire un prototype déjà pour se rendre compte de comment on le construit et ensuite de réaliser un peu des tests dessus pour vérifier un peu tout ce dont on vient de parler. Voilà, vérifier que si on met une vitre, c'est plus efficace que sans vitre, que si on met des panneaux réflecteurs, c'est plus efficace que sans panneaux, que selon quel isolant on met, on n'aura peut-être pas la même température dedans. Voilà, de tester un peu différents paramètres pour pouvoir ensuite optimiser notre prototype. Et aussi sur l'emplacement de la porte, etc. Pour ensuite, dans l'idéal, construire un four solaire vraiment plus gros. Donc si possible, moi, mon rêve, ce serait de pouvoir en faire vraiment un gros avec plusieurs portes dans lequel on pourrait mettre plein de petits plats, quoi. Avoir le prototype pour aussi permettre... Exactement, nourrir la 60aine de personnes qui... Et ça peut monter jusqu'à combien de degrés un four solaire ? Alors là, le prototype, il devrait monter à... entre 100 et 130 degrés. Un four solaire de très très bonne qualité, ça peut monter jusqu'à 180, peut-être 200 degrés, mais c'est vraiment des fours solaires haut de gamme, très parfaitement isolés. Nous ici on fait à la main, donc on fait aussi avec 100 degrés, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Après, si on monte déjà à 100, 130, ça permet de stériliser, ça permet de cuire des gâteaux ou des choses plus longuement en fait. On va pas pouvoir griller des aliments, mais on va pouvoir les cuire longuement à l'étouffer, et ça permet aussi de conserver les propriétés en fait de la nourriture, les nutriments, tout ça. Et donc ça aussi c'est bien. Tout à l'heure tu posais la question de cuisiner autrement. Oui, quels sont les avantages et les inconvénients du coup d'un four solaire ? Voilà, par exemple ça en fait partie, de permettre en cuisant plus longtemps mais moins fort, de préserver les qualités nutritives des aliments, moins les dégrader. Après, je parlais aussi dans les avantages, évidemment, d'avoir une ressource infinie qui est le soleil. Bon, évidemment, si on est en Bretagne, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais il y en a qui le font. Il y a notamment un boulanger en Normandie qui fabrique son pain en continu en continu, ouais, avec son four solaire. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Finalement, il fait pas si moche que ça. Exactement. Oui, et comme les rayons traversent quand même en partie les nuages, avec un four bien optimisé, on peut s'en sortir visiblement. Dans les autres avantages, tout le monde peut en faire chez lui, sous réserve d'avoir quelques matériaux. Des matériaux de récup. Voilà, nous on n'utilise que de la récup et c'est assez simple. Nous on va utiliser des petites planches en bois, en bois aggloméré, mais on peut aussi prendre juste du carton si on n'a que du carton, du papier alu pour faire les surfaces réfléchissantes. C'est vrai que c'est bien d'avoir quand même une vitre, mais bon, du coup on peut récupérer une vitre sur un cadre photo, voilà, c'est quand même facilement récupérable. Le matériau isolant, ça peut être vraiment plein de choses aussi qui peuvent se trouver en récup. Donc ça, ça permet de rendre accessible à beaucoup de gens, et ça, c'est vraiment chouette. On peut pas mettre le feu, je crois pas. A priori, non. Faut faire attention aussi avec la surface réfléchissante, ça réverbère les rayons du soleil. Donc il faut faire attention de pas se brûler les yeux, en fait. Enfin, si on regarde le papier aluminium avec le reflet du soleil dedans, c'est quasiment comme si on regardait le soleil en face, donc il faut quand même éviter. Il faut prévoir les lunettes de soleil. Voilà, c'est ça. Et sinon, pour les inconvénients, il faut faire attention, c'est quand même quelque chose qui va chauffer, mais a priori, le risque de... C'est comme le four, il faut prendre... Voilà, c'est ça. On prend pas les plats à main nue, mais bon. Inconvénients, dans les inconvénients, oui, selon les matériaux qu'on va utiliser,
On pourra avoir un four plus ou moins lourd, plus ou moins mobile. Donc ça, c'est des choses dont il faut réfléchir. Est-ce qu'on veut quelque chose qu'on pourra utiliser l'été et l'hiver? Donc penser au système d'inclinaison, peut-être mettre des roulettes. Voilà, peut-être mettre des petites roulettes pour pouvoir le bouger. Ou est-ce que ça va être un endroit fixe? Voilà, ça, c'est des choses à prendre en compte. Voilà, c'est quand même un peu encombrant si on a un tout petit jardin. Bon, aussi, le principal inconvénient, c'est que pour le midi, il faut prévoir de le mettre tôt le matin pour que ça puisse cuire. Voilà. Et qu'on puisse manger à l'heure. C'est très exact, voilà, il faut anticiper un petit peu sur la cuisson. Ok, merci à toi pour cette petite explication du four solaire. Merci à toi pour ces questions très pertinentes. Vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. En espérant vous voir très prochainement sur le tiers-lieu qui, nous vous le rappelons, réouvre ses portes la semaine prochaine. En attendant, nous vous souhaitons une très belle soirée.